Merci de préférer Kavi TV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Pour améliorer l'efficacité de l'administration publique en Guinée, le Premier ministre Amadou Ouriba a rencontré ce vendredi les secrétaires généraux, les conseillers principaux ainsi que les responsables des bureaux de stratégie et de développement des différents ministères. Une rencontre visant à rappeler les missions assignées au gouvernement et à fixer le cap vers les objectifs à atteindre. Et puis, exploitation des blocs 3 et 4 du gisement de fer de Simandou, la filiale guinéenne de Rio Tinto Simfer a échangé avec la presse ce jeudi. Le but, faire le point sur l'état d'avancement des travaux à mi-parcours. Plus de détails à suivre dans ce journal. En football, le Orea AC renoue avec le titre. Après 2 saisons, le club de Matam est officiellement champion de Guinée. Avec 10 points d'avance, les rouges et blancs célèbrent ce sacre à 3 journées de la fin du championnat. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Dans le but de rendre efficace l'administration publique guinéenne, le Premier ministre Amadou Ouriba a rencontré les secrétaires généraux, les conseillers principaux et les bureaux de stratégie et de développement des départements ministériels. Le but, expliquer les missions assignées au gouvernement pour l'atteinte des objectifs. La rencontre a eu lieu ce vendredi 20 juin dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, en Soubaï-le Baldé. 2 heures durant, le Premier ministre, chef de gouvernement, a expliqué aux secrétaires généraux, aux directeurs de cabinet, aux conseillers principaux et aux directeurs des bureaux de stratégie et de développement des départements ministériels le contenu des lettres de mission assignées à leur département. Amadou Ouriba recherche la performance, l'efficacité et la solidarité au travail au sein de l'administration publique guinéenne. Autour du ministre, qui doit contribuer à faire en sorte qu'il y ait une réussite pour le ministère de l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés. Sans cela, on perdrait du temps et on serait inefficace. Et l'action d'aujourd'hui, c'est de dire que les lettres de mission sont nominatives pour le chef du département. Mais ce n'est pas des lettres de mission dévolues à une personne. Ce sont des lettres de mission dévolues au ministère. Si le ministère parvient collectivement à se mobiliser, à appuyer la réalisation des lettres de mission, bien entendu, le premier qui sera vu, c'est le chef du département, mais c'est indispensable, disons, de rendre à César ce qui appartient à César, c'est parce qu'il disposera d'une équipe autour de lui pour lui permettre de faire en sorte que son ministère réussisse. Le suivi, l'évaluation et les sanctions seront appliquées dans la rigueur, promet le Premier ministre Amadou Ouriba à la suite des lettres de mission de chaque département sectoriel. L'action n'est pas maintenant une action, on dit et on oublie. Je n'ai pas fait, non, tout sera suivi, mesuré et évalué pour être j'allais dire, un environnement de cadres compétents avec des objectifs de résultats de plus en plus poussés. Le Premier ministre, le Président, le Conseil. Au sortir de la rencontre, les cadres convoqués ont adhéré à l'initiative du Premier ministre. Oui, bien entendu, il faut savoir qu'un processus d'évaluation est toujours une source d'efficacité. Parce que quand chaque directeur sait qu'il sera évalué à la fin du mois et sait qu'il doit fournir un rapport mensuel, ça va de soi qu'il soit encore lui aussi plus exigeant avec ses collaborateurs afin de fournir les résultats qu'il faut à la fin de chaque mois, à la fin de chaque trimestre, à la fin de chaque semestre et aussi de façon annuelle. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a promis des rencontres périodiques avec les cadres de l'administration publique pour échanger sur les questions de développement du pays. La Guinée a célébré ce vendredi 20 juin 2025 la journée internationale
des réfugiés à la Blue Zone de Symphonia, placée cette année sous le thème « Solidarité avec les réfugiés ». Cette journée est célébrée dans un contexte marqué par la baisse des subventions destinées à l'assistance des réfugiés. Mamadou Tanouba. Ils sont quelques 3000 réfugiés vivant en Guinée. Ces hommes et femmes ont été contraints à un moment donné de leur vie de quitter leur pays pour diverses raisons. Ils ont trouvé solidarité et protection de leurs droits en Guinée. Fodé Keïta, président de la Commission nationale pour l'intégration et le suivi des réfugiés, a plaidé en faveur de ces personnes vulnérables. Au gouvernement, nous plaidons pour 4 actions prioritaires. Premièrement, l'application de la loi sur l'asile et la protection des réfugiés en République de Guinée. Cette loi est considérée comme l'une des plus avancées de la sous-région. Elle dispose que l'État guinéen délivre des cartes d'identité et passeports biométriques ainsi que d'autres documents essentiels pour les réfugiés. Ce qui permettra à ceux-ci de jouir pleinement de tous les droits que le statut de réfugié leur confère. Le chef de cabinet du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, François Gono Condé, a réitéré l'engagement de la Guinée à mieux protéger les réfugiés. L'objectif majeur du gouvernement guinéen, dirigé par le Premier ministre Amadou Ouriba, sous la clairvoyance du président de la République, général Mamadi Doumbouya, est sans doute de parfaire et de renforcer l'efficacité de son système d'asile afin d'assurer une protection et une assistance plus efficace et plus durable aux réfugiés, aux demandeurs d'asile, mais aussi aux déplacés internes et aux personnes apatrides et à risque d'apatridie qui sont des sujets de protection internationale. Par la voix de leur porte-parole, Kerfala Kone, les réfugiés vivant en Guinée ont remercié les Guinéens pour leur hospitalité et générosité et demandé plus de protection à l'endroit du gouvernement. Il faut veiller à ce que les réfugiés ne disposent pas seulement des abris, mais aussi d'une sécurité. Non seulement de la nourriture, mais aussi un avenir. Cela signifie que les jeunes ont besoin d'une éducation. La journée internationale des réfugiés a été célébrée cette année sous le thème Solidarité avec les réfugiés. Comme annoncé en titre, la filiale guinéenne de Rio Tinto Simfer, partie prenante du projet Simandou, est chargée d'exploiter les blocs 3 et 4 du gisement de fer du Simandou. Lors d'une conférence de presse animée dans leurs locaux à Conakry, les directeurs généraux de Rio Tinto Guinée et de Simfer ont fait le point de l'avancement des travaux à mi-parcours en Soubaïlo-Baldé. Les travaux de construction des infrastructures avancent à grands pas sur le terrain où Rio Tinto Simfer doit faire l'exploitation et le transport des minéraux de fer du Simandou. Le directeur général de Simfer, Chris Etisson, a annoncé l'arrivée prochaine des locomotives pour le transport. We are on track for the first production by the end of 2025. Nous sommes en bonne voie pour démarrer la production à la porte de la mine de Simfer d'ici la fin de l'année 2023. 2025, pardon. La mine, l'embranchement ferroviaire et le port avancent tous conformément aux étapes clés qui avaient été planifiées. Les premières structures métalliques permanentes pour la durée de vie de la mine ont été installées avec succès. Les 5 ponts de l'embranchement ferroviaire de Simfer sont désormais achevés et la pose des rails progresse bien. 55 km de voies ont déjà été posés. Donc, plus tard cette semaine, il sera sur le site de l'embranchement ferroviaire pour célébrer le percement du tunnel de 926 mètres sur notre embranchement ferroviaire, une étape majeure pour So later this week I'll be on site to celebrate the breakthrough of the 926-metre tunnel on our rail spur. It's such a wonderful milestone for us. 81% des emplois à Rio Tinto Simfer sont guinéens, cela conformément au respect du cahier de charge.
Pour la qualification des travailleurs, Rio Tinto Simfer mise sur la formation afin de préparer la relève, rassure Aboubakar Koulibaly, directeur général de Rio Tinto Guinée. Dans ce sens, nous avons fait des travaux d'identification, de cartographie le long du corridor pour voir quels sont les centres de formation professionnelle. Nous avons contribué à créer le centre de formation de Beila qui bénéficie à la jeunesse guinéenne, pas seulement à nos travailleurs. Et nous faisons des programmes en ce moment pour le secteur public à l'université d'Oxford. Donc notre objectif aussi, c'est comment les Guinéens peuvent être formés dans des institutions d'excellence ailleurs, que nous faisons avec nos partenaires techniques industriels aussi, pour nous assurer que des métiers plus spécifiques soient tenus par les Guinéens. Et l'objectif est vraiment louable et soutenu par le leadership de Simfer, le leadership de Rio Tinto, pour assurer que la guinéanisation ne peut se faire qu'en utilisant les talents guinéens. Chris Etisson, directeur général de Simfer, a déclaré son optimisme de démarrer la production des blocs 3 et 4 du Simandou d'ici la fin de l'année 2025. Un homme a été électrocuté ce matin dans un atelier de couture situé au marché de Matoto au niveau du parc. Selon les informations recueillies sur place, la victime, Lamabari, était rabatteur et a été accidentellement électrocuté pendant son sommeil. Khadija Kaba et Mohamed Damien Dafé, reportage. Le corps sans vie d'un homme a été découvert ce matin dans un atelier de couture situé dans le marché de Matoto au niveau du parc. Selon les premières informations, la victime, Lamabari, exerçait comme rabatteur dans ce marché, explique l'administrateur. Le matin, vers 7h moins, le commandant des postes de police qui est là, base 4 ici, c'est lui qui m'a appelé, soit disant qu'il y a quelqu'un qui est mort dans son atelier. Donc, dès qu'on m'a appelé, directement, j'ai pris le véhicule, directement je suis venu au lieu. J'ai trouvé les policiers sur place. Donc on a appelé les médecins, il est venu voir, on a dit c'est un cas, c'est un mort accidenté. C'est un mort accidenté, c'est le courant. C'est le courant qui a pris dans le atelier. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, quand vous êtes rentré? C'est ça même que j'ai vu. On a vu son pied est brûlé complètement. Donc, on a appelé la famille. Certainement, c'est lui qui est décidé là. Tout le monde le connaît ici. Ça fait plus de 20 ans. Il est dans le marché ici. Tout le monde le connaît. Il a son famille. Donc, il a son garçon, il a son fille. Donc, ils sont tous venus. Après les constats, la dépouille de Lamabari a été mise à la disposition de sa famille pour l'enterrement, poursuit Oumar Sidibé, administrateur du marché. Donc, l'autorité la met à la disposition à notre niveau. On a mis le corps aussi à la disposition de la famille. Ils se sont dit qu'il va envoyer à Kindia. C'est ça qu'on attend maintenant. Au moment où nous quittions les lieux, les agents de la police étaient déjà sur place pour sécuriser la zone et rétablir l'ordre. Dans le but de réunir tous les descendants de Soumaoro Kanté, l'association des descendants de Soumaoro en Guinée, en séjour à Bamako, a clôturé sa série de visites par la rencontre des autres membres de l'association à Bamako. Au cours de la rencontre, des échanges sur l'avenir de l'association étaient en première ligne. Guy Babari et Ousmane Kamara, reportage. C'est par des mots de bienvenue que la délégation guinéenne a été reçue. L'association des descendants de Soumaoro Kanté du Mali a affirmé son engagement à poursuivre l'objectif de rassembler tous les héritiers de Soumaoro Kanté autour d'un même idéal. La rencontre d'aujourd'hui était un grand plaisir pour moi. Je souhaiterais que toutes les associations Soumaoro Kanté se réunissent et forment une seule et unique association. Cela
fera plaisir au monde entier, montrer au monde entier comme quoi Soumaoro n'était pas un sanguinaire. Parmi la délégation, Lala Malan Kanté, membre de l'ADESCA en Guinée, s'est réjoui de l'accueil qui a été réservé. Il a assuré que les échanges se poursuivront entre descendants où qu'ils se trouvent à travers le monde. Que d'autres rencontres vont se suivre parce que nous avons l'intention d'organiser en Guinée un grand symposium, le symposium sur l'empereur Soso Soumaoro Kanté. Je pense que c'est une perspective, c'est un projet qui va voir le jour très prochainement, peut-être au cours de l'année 2026. Parce qu'en réalité, ce projet est partagé par la CALADESCA, la coordination des associations du Labé Sagné, des descendants de Soumaoro Kanté, du Kaya et puis de la PADP. Et au cours de ce symposium, nous n'aurons aucune hésitation à inviter non seulement l'ADESCA Mali, mais aussi l'ADESCA Sénégal, l'ADESCA Gambie, l'ADESCA Mauritanie et toutes les autres ADESCA pour en faire, si vous voulez, une organisation sous-régionale avec une structure unique. Et puis nous allons mettre en place un organe fêtière, n'est-ce pas, pour couronner et pour faire en sorte que les objectifs que nous poursuivons soient atteints. Même si l'histoire de Soumaoro Kanté est enseignée un peu partout dans le monde, Ali Kanté estime que certains aspects restent méconnus. Il n'y a pas de phase cachée, mais en réalité, il y a des non-dits, des choses qu'on ne dit pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est caché. Voilà. Et surtout, une histoire diabolisée, et comme si Soumaoro Kanté était là comme quelqu'un qui était contre quelqu'un X ou Y, ce n'était pas ça. En réalité, c'est, comme on le dit, diviser pour mieux régner. Donc, c'est les envahisseurs qui ont créé cette contradiction et c'est purement de l'esclavage mental, c'est purement spirituel. En réalité, il n'y a pas eu de discorde entre le Mandé et les Soso en tant que tel, parce que Mandé était un royaume des Soso. Donc le peuple Mandé, c'est le même peuple de Soumaoro qui est le peuple Mandé, c'est le même peuple Djalonké, le peuple Soso aussi de la Guinée, le peuple Soninké, Sarakole du Mali, jusqu'à Tekrour vers le Sénégal, vers le Burkina, c'est le même peuple. L'histoire de Soumaoro Kanté ne doit jamais être liée à celle de Soundiata Keita ni à un pays. Le seul combat aujourd'hui doit être la décolonisation des esprits pour redonner à cette figure historique toute sa place, exhorte Ali Kanté, membre de l'ADESCA, Bamako. Les Rouges et Blancs de Matam ont été sacrés champions de Guinée ce jeudi 19 juin 2025 après la rencontre de la 23e journée de Ligue 1 contre la Flamme Olympique, un but partout. Ce résultat suffit pour déclarer le Woré AC champion car les hommes de Noudiané ont désormais 10 points d'avance sur leur dauphin. Le Renaissance FC a 3 journées de la fin du championnat. Germaine Mansari. Le Orea Athletic Club de Matam renoue avec la gloire en remportant le championnat national pour la première fois depuis 2 ans. Malgré un match nul face à la Flamme Olympique, le Haka est officiellement couronné champion de Guinée. Et ce, à 3 journées de la fin de la Ligue 1. Dans le même temps, le choc pour la 2e place s'est conclu sur un score nul et vierge entre le FC Renaissance et le Afia FC. Les Rouges et Blancs de Matam réalise sans doute l'exploit le plus inattendu de la saison. Avec un effectif rajeuni et un projet de reconstruction, le Orea reprend ses marques. Ce sacre, qui n'était pas nécessairement l'objectif assigné à Noudiané, est le fruit d'un travail collectif, constant, mais aussi de l'effondrement progressif de Afia FC. Avec ce titre, le Hack décroche le 21e sacre de son histoire en championnat. Le Orea succède ainsi au Milo FC de Cancan, champion sortant, et valide au passage une saison prometteuse sous la roulette de son coach malien. Et valide au passage une saison prometteuse sous la roulette de son coach malien. Si le titre est désormais scellé, la course à la 2e place reste ouverte. Le Afia FC et le SC Renaissance de Bonfi se livrent un duel à distance pour s'attribuer le statut de dauphin. Ce jeudi, leur confrontation directe n'a pas permis de les départager. Dominé récemment par le Orea AC à domicile, le Afia n'a pas su relever la tête face à la Renaissance. Les Verts et Blancs signent ainsi un 5e match consécutif sans victoire. À 2 journées de la fin, tout reste à jouer
pour la deuxième place du podium. Sur le continent, l'actualité est dominée par la signature d'une déclaration commune entre le PDCI-RDA et le PPACI, formant ainsi un front commun contre le RHDP. Pendant ce temps, au Mali, la Cour suprême demande aux partis politiques déjà dissous de justifier les subventions qui leur étaient accordées par l'État ces 25 dernières années. C'est un condensé signé Bangali Camara. Ce jeudi 19 juin 2025, les deux principaux partis d'opposition, le PDCI-RDA de Tidjane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo, ont officiellement signé une déclaration commune créant un front commun. La signature de ce front commun fixe plusieurs objectifs stratégiques, à savoir la réintégration sur la liste électorale des personnalités exclues, comme Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé. Aussi, l'audit du fichier électoral et la révision complète de la Commission électorale indépendante CI, jugée partiale, et la mise en place d'un dialogue inclusif entre l'opposition, la société civile et le pouvoir en vue d'une élection transparente, apaisée et crédible. Cette alliance représente un changement tactique car Thiam et Gbagbo joignent leurs voix sur des demandes concrètes afin de peser significativement avant la présidentielle d'octobre. Le front s'appuie plus loin sur un nouveau mouvement citoyen, Trop, c'est trop, créé pour mobiliser la base populaire autour de cette démarche. Au Mali, après la dissolution de plus de 300 partis politiques, l'heure est au compte. La Cour suprême exige désormais que ces formations justifient l'utilisation des subventions d'État qui leur étaient accordées chaque année pour leur fonctionnement. Les partis concernés ont d'ailleurs jusqu'à la fin du mois de juin et devront fournir leur état financier, relevé bancaire et toutes les preuves justifiant l'origine et l'usage des fonds perçus. Selon la charte des partis politiques de 2005, les partis politiques doivent déposer chaque année leurs comptes, justifier la provenance et l'usage des fonds, tenir une comptabilité régulière, disposer d'un siège et remplir d'autres obligations. Pour l'exercice 2023, seuls 59 partis sur plus de 300 enregistrés ont déposé leurs comptes, parmi lesquels certains n'ont même pas présenté de pièces justificatives. C'est la fin de ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction politique du groupe Kavi Média. Merci de votre fidélité renouvelée. À très vite sur Kavi TV, la télé du développement.